Mon instant préféré, c'est quand la lumière imprime la toile et qu'il n'y a plus rien autour, à part des songes si proches d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. On a vu, on a entendu, alors ce soir il va falloir en parler. Il y a des instants pour se dire bonjour, comment vas-tu? Que nous reste-t-il encore à faire aujourd'hui? Mais il y a aussi des instants pour se dire au revoir. Souvent, on les préfère bien moins que les bonjours, car après, c'est la peur du vide. Mais il y a aussi des au revoir que l'on apprécie, sans remords et sans tristesse. Ce soir, je voudrais que ce soit un de ceux-là, car oui, nous allons nous dire au revoir. Bienvenue dans Phosphène, votre podcast dédié à la curiosité cinématographique. Bon, excusez-moi, je me suis un petit peu emballé sur l'introduction, mais si j'ai fait toute cette envolée lyrique un peu lourde, c'est que oui, il s'agit bien du dernier épisode de l'émission Phosphène. En effet, nous devons tous les deux nous consacrer à de nouveaux projets, et nous ne pouvons ainsi plus assumer la sortie mensuelle des épisodes. Cela dit, rien ne nous empêchera de sortir à l'avenir des contenus plus ponctuels, toujours sur l'effigie Phosphène si l'envie nous en prend un jour. On verra bien ce que nous réserve l'avenir. Pour le moment, on est toujours là, et on souhaitait marquer le coup à l'occasion de ce dernier épisode en prévoyant quelques petites surprises. En effet, on s'est dit que ce dernier épisode serait l'opportunité parfaite de vous parler un petit peu plus des différents films qui ont construit notre cinéphilie à tous les deux et accompagné au cours de nos vies. C'est pourquoi, à chaque fois que vous entendrez cette alarme, on devra à tour de rôle répondre à un quiz posé par l'autre chroniqueur sur ses propres goûts. Ce sera aussi l'occasion comme ça de voir si on se connaît vraiment, Pierre. Voilà pour le programme. L'épisode risque donc d'être un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave, restez avec nous, on est bien. On va passer un très bon moment détendu et décontracté. Pour le mois de mai, nous avions dans notre programme The Northman de Robert Eggers, Junkhead de Takahide Ori, Évolution de Cornel Mundruczó, Les Crimes du futur de David Cronenberg et Frères et sœurs de Arnaud Desplechin. Ah, mais attends, qu'est-ce que j'entends là? Ne serait-ce pas le moment de faire un petit quiz? Je crois bien que c'est le moment de faire un petit quiz, mon cher Corian. Alors, mon cher Corian, j'avais une petite question pour toi. À ton avis, quel est mon réalisateur préféré entre ces trois personnes? J'écoute. Edgar Wright, Alan Parker ou Gaspard Noé? Ah, t'as bien joué le coup, parce que c'est trois réalisateurs que je sais que tu aimes particulièrement. Ouais, tout à fait. Je pense pas que ce soit Gaspard Noé, parce que comme on en a parlé dans l'épisode dernièrement, je pense que tu aurais été un peu plus élogieux si vraiment c'est ton réalisateur préféré. Je sais qu'il t'a amené à des films un peu plus expérimentaux que tu avais d'habitude. Enfin, ça t'a fait évoluer ta cinéphilie, mais Gaspard Noé, je le sens pas trop. On avait fait un épisode pilote avant que l'émission sorte. Et comme au début, dans nos premiers formats, on parlait aussi de films du passé, on critiquait Mississippi Burning de Alan Parker. Quand on avait eu cette interaction ensemble, il me semblait pas que tu m'avais dit que c'était ton réel préféré. Non, il me semblait vraiment pas, donc il ne reste plus que l'ami Edgar Wright. Est-ce que j'ai raison ou tort? Alors, tu as tort. Ah ouais? Mais Wow. j'ai volontairement fait un peu le côté piège, dans le sens où Edgar Wright a été, à une époque dans ma vie, mon réalisateur préféré. Ok. Quand j'étais ado et que je découvrais ces films et que je découvrais cette part-là du cinéma, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que je peux dire que mon réalisateur préféré, c'est Alan Parker. Ah ouais. Parce que dans les découvertes récentes de réalisateurs que j'ai eues, c'est celui qui m'a le plus marqué. Techniquement, j'ai vraiment fait exprès, tu vois, de prendre trois réalisateurs où je savais que j'ai un affect pour leur carrière et où je savais que tu savais. Mais Je suis tombé naïvement dans le piège en fait, comme un bleu. Exactement. Franchement, c'est vrai que j'aurais dû un petit peu plus retourner la question. Ouais. C'est quoi qui te touche particulièrement? Enfin, juste pour avoir une petite. Et ben, c'est vraiment son style, on va dire, assez onirique. Sa manière surtout de traiter les scènes de rêve, les scènes de vision. Dès en fait qu'il y a des espèces d'envolées lyriques, parce que je trouve que dans la plupart de ses films, c'est pas tout le film qui est impressionnant en termes de réalisation, même s'il a une patte visuelle qui est très marquée, mais c'est vraiment certaines scènes précises que je trouve très marquantes. Donc par exemple, ça peut être une scène dans Birdie, par exemple, où il y a un personnage qui essaye de s'envoler.
sans rien spoiler du film. L'introduction de Mississippi Burning, où vraiment il y a une scène de tension incroyable qui sort un peu de nulle part. On a un long plan avec 2 voitures qui suivent et on arrive dans une tension folle avec très très peu de plans mais qui sont très bien composés. Ou alors une scène, je pense, qui m'a mis vraiment une énorme claque et qui m'a peut-être fait révéler que ce réalisateur était un de mes préférés. C'est dans Midnight Express, quand le personnage se rend compte qu'il va rester là où il est un peu plus longtemps que prévu. Et du coup, c'est la scène où on découvre son nouveau quotidien. Et cette scène-là, elle m'a vraiment marqué par l'utilisation de la musique, par le découpage, par le montage, par en fait toute une ambiance qu'il instaure en très peu de temps dans une scène, avec une ambiance onirique qui n'a rien à faire là, parce qu'on est au fin fond d'une prison en Turquie. Et pourtant, ça marche parfaitement bien et ça représente vraiment ce que j'aime chez Alan Parker. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alan Parker, c'est un réalisateur britannique qui a fait de nombreux films qui ont quand même pas mal marqué les esprits. Donc, tu as cité Midnight Express, il y a Angel Heart aussi, le thriller, il y a Mississippi Burning, il y a Birdie parmi ses plus connus, The Wall aussi, le film en même temps dessin animé sur l'album de Pink Floyd, qui vient au départ de la pub, il me semble. Donc, c'est aussi logique qu'il ait des effets de style parfois assez appuyés avec de la musique. Un sens du visuel très efficace. Ouais. On peut comparer à d'autres réals qui viennent de la pub ou du clip comme Ridley Scott ou David Fincher. Il y a un sens du visuel, de l'efficacité dans le visuel, quoi. Est-ce que ce serait pas à moi maintenant de te poser ma petite question? Oui. Et moi, ça va concerner en fait mon film préféré. C'est pas mon réalisateur préféré, mais c'est mon film préféré. Ouais. Et parmi ces 3 propositions, attention, est-ce que mon film préféré c'est Le Silence d'Ingmar Bergman? Est-ce que c'est Les 400 coups de François Truffaut? Ou bien est-ce que c'est Inside Llewyn Davis des frères Coen? Je pense pas que ce soit le Truffaut. Ça se trouve, je dis une énormité dès le début. Mais il me semble que si un film de Truffaut était ton préféré, je pense pas que ce serait forcément celui que tout le monde cite. Je pense que ça joue entre les 2 autres. Je ne savais pas spécialement un affect pour Bergman. Après, j'avoue qu'on n'a jamais parlé non plus des frères Coen ensemble. Donc je sais pas quel rapport tu peux entretenir à ces réals-là. Mais du coup, comme je procède par élimination et que je pense que c'est pas le Truffaut, je vais dire Inside Llewyn Davis des frères Coen. Et c'est une bonne réponse. Tu as un point d'avance sur moi. Yes. C'est vrai, c'est Inside Llewyn Davis. En fait, on parle de notre film préféré, il y a aussi le film qui nous a donné envie de faire du cinéma. Et des fois, je sais que ça peut être pas le même. Et moi, en l'occurrence, c'est le même parce que c'est vraiment... En fait, je l'ai vu en 2013, donc il y a quand même, au cinéma, il y a pas mal de temps. Ma mère m'avait emmené voir ça. Et je me rappelle que c'est le premier film en fait, auquel je suis sorti et j'avais encore des images après en tête et des trucs où je me disais mais comment ils ont fait ça, même en termes de cadre, où je me posais des questions de cinéma, quoi. Et c'est le premier film qui m'a travaillé comme ça et qui m'a fait découvrir vraiment à quel point le cinéma il pouvait... aller loin, quoi, dans la complexité des sentiments, Je sais pas si tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. En fait, c'est un film qui se passe dans les années 60 à New York, plus précisément dans le quartier de Greenwich Village. Et en fait, on suit un chanteur de folk dans la galère, quoi, qui sait jamais où il peut vraiment dormir. Et c'est un peu un film où il va tenter par-ci par-là de s'en sortir, et notamment d'aller rencontrer un producteur, un grand producteur de musique, et lui montrer ce qu'il peut faire une carrière solo. Généralement, dans les films qui m'ont le plus marqué au travers de ma cinéphilie, c'est souvent des trucs où il y a une nouvelle façon, je me suis rendu compte, de raconter des histoires. Et c'est pareil, c'est aussi un film qui a une construction très très spéciale, parce que c'est presque un film qui avance pas, qui fait une boucle, et on dirait qu'il y a presque pas d'enjeu. Il y a une évolution, mais c'est plus vraiment dans des tout petits détails. Et en plus, il y a une photographie de Bruno Delbonnel, un grand chef opérateur qui est incroyable, je trouve. Il y a un travail du sépia qui me touche énormément, du clair-obscur qui est sublime. Je crois que même si je ne l'avais pas vu, je le regarderai aujourd'hui, je crois que ça deviendrait mon film préféré, parce que aucun film comme lui n'a réussi à décrire le cri du cœur d'un personnage, je trouve, aussi intensément que lui. Et ouais, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de découvrir Inside Llewyn Davis des frères Coen. Je pourrais encore en parler des heures, mais bon, c'est pas le lieu. Mais et en plus, je tiens à dire que le personnage principal est joué par Oscar Isaac, qui est son meilleur rôle pour moi, bien sûr. Et je vous invite tous à le voir et à écouter la BO de ce film merveilleux. Bon, on peut continuer l'épisode classiquement comme on le fait d'habitude. Pierre, parmi tous les films que j'ai cités précédemment dans notre sélection, tu as dû en choisir qu'un. Peux-tu nous dire enfin quel est-il ? J'ai choisi de parler du film Évolution, réalisé par Cornel Mondruxo.
Itt van a nagymama anyakönyvi kivonaton? Akkor ez igazi? Úgy igazi, hogy hamis, nem tudom. De miért kellett emlékeztetni magunkat a nélkülözésre? Ez az igazság, hát most neked ez az igazság, nem tudok más mondani. Neked ez az igazság. Csoda, hogy megszült. Az a csoda. D'un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre mondiale au Berlin contemporain, Évolution suit 3 générations d'une famille marquée par l'histoire. La douleur d'Eva, l'enfant miraculé des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas, jusqu'à ce que celui-ci brise, d'un geste d'amour, la mécanique du traumatisme. Alors dis-nous pourquoi ce film plus que les autres? Donc, ce qui est un peu particulier avec Évolution, c'est que c'est un film à segments, en fait, il se divise vraiment en 3 parties, puisqu'on va suivre 3 générations d'une même famille, donc une famille juive qui a été marquée par les camps de concentration. Et du coup, à chaque fois, on va suivre la confrontation, en fait, entre les personnages de cette génération, et donc une confrontation autour de l'héritage, en fait, de qu'est-ce que c'est qu'être une famille juive qui descend, en fait, des victimes des camps. Ce qui est du coup assez passionnant dans ce film, c'est que quand on sait pas trop où on va de surprise en surprise. Et c'est pour ça que je prendrai bien soin d'éviter en fait de spoiler ce que c'est que la révélation qui se trouve dans le premier segment. Parce que je pense qu'elle est vraiment constituante du coup de la surprise du film. À noter aussi que du coup, c'est pas seulement qu'il y a 3 segments au film, c'est qu'il y a vraiment 3 scènes en fait. C'est des scènes qui se déroulent en temps réel. Et du coup, c'est un moment de temps réel sur chaque époque. Alors, sur la dernière histoire, il n'y a pas strictement du temps réel, il y a quand même une ellipse. Ouais. Mais c'est 3 plans séquences, quoi. Mais voilà, Ouais. c'est ça. C'est 3 plans séquences, chacun sur une époque différente. Sachant que enfin, je sais pas si déjà dans les 2 premières, il y a un truc à ou pas. Et c'est Il ça y pas a un vrai sûrement truc. des raccords trichés. On Mais en dirait tout cas, pas, il y a mais- une volonté de temps réel qu'il n'y a pas La sur troisième, c'est sûr, c'est un plan séquence un peu Oui, à la oui. Birdman. La troisième, en fait, elle assume son ellipse à un Ouais. moment donné. Là où les 2 premières, il y a peut-être des trucages, mais il y a une volonté de temps réel. Ouais. Ce que j'ai adoré avec cette idée de faire vraiment 3 plans séquences dans 3 époques avec 3 générations, c'est aussi le fait qu'on a des styles radicalement différents selon les différentes scènes. Puisque la première, du coup, il y a un côté horrifique, presque fantastique. Ça devient surréaliste en fait à un certain moment. Et on sait plus trop en fait à quel moment on est dans le réel, à quel moment on est dans la folie, dans le surréalisme. Et c'est ça que je trouve passionnant dans ce premier segment. Là où vraiment le deuxième, c'est une espèce de huis clos familial sur une espèce de dispute de famille, du coup entre une mère et sa fille. Le troisième, c'est le quotidien d'un écolier de nos jours à Berlin. Donc vraiment, c'est vraiment voilà, trois beaucoup ambiances plus, radicalement différentes. Parce que les 2 premiers sont dans une forme de huis clos, de trucs hyper enfermés. Ouais. Et le troisième est hyper aérien en plus. Et Ouais. le troisième est hyper aérien, et puis il respire, on est quasiment tout le temps à l'extérieur. Ouais, et on presque. le suit vraiment partir d'un intérieur, aller vers un extérieur, puis vers un autre intérieur. C'est beaucoup plus mouvant, quoi. On le suit à travers la rue, dans le bus, bref. Et du coup, tout sépare ces 3 segments, et en même temps, tout les rassemble au niveau du propos, et du coup de l'unité du plan séquence, parce que en fait, c'est les visions en fait, de chaque génération par rapport à ce traumatisme initial, en fait. C'est-à-dire que du coup, forcément, la personne qui a vécu la guerre, elle le vit d'un point de vue purement traumatique. Et dans le deuxième segment, elle a tout un dialogue avec sa fille qui est pas d'accord avec elle sur le fait que tu peux pas retourner en Allemagne, ces gens-là, tu te souviens pas de ce qu'ils ont fait à notre famille. Il y a tout ce questionnement en fait sur assumer ou pas son héritage culturel, sa religion, après tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Là où le troisième segment, pour moi, il va plutôt parler du déni, en fait, plutôt du déni de cet héritage, c'est-à-dire cet enfant qui va refuser de voir que ce qui se passe autour de lui, c'est une forme de discrimination. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est formellement très intéressant, qui est aussi théoriquement très intéressant, et qui était du coup une surprise un peu à tous les niveaux. Je trouve quand même que le film est assez inégal, parce que je trouve que par exemple le deuxième segment il a quelques longueurs. Donc voilà, c'est un film qui est inégal, qui est surprenant dans sa forme, qui est passionnant dans son fond, et qui aborde des questions de fond sur la Seconde Guerre mondiale qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, alors que c'est un événement de l'histoire qui a été traité, retraité, y compris au cinéma en fait, la Seconde Guerre mondiale, tu vois, c'est un truc qui est fondateur dans la culture occidentale, dont on parle partout et tout le temps. Donc pour toutes ces raisons, moi je vous recommande d'aller voir Évolution.
de pas trop vous spoiler au niveau du film, parce qu'en fait c'est aussi important, je trouve, de le vivre avec une certaine surprise. Et je vais laisser Corian nous dire ce qu'il a pensé du film. Alors, moi, j'en savais presque rien du film. Je savais que ça parlait de la Seconde Guerre mondiale, mais pas grand-chose. Je me rappelais plus tout du synopsis. Et je m'attendais vraiment pas du tout à ça. C'est vrai que ça n'a pas été un énorme coup de cœur, je dois l'avouer, mais franchement, on peut pas ôter au film d'être original, ça c'est sûr. Je trouve que c'est un film vraiment mystérieux. Pas évident à cerner, et j'en suis sorti avec le fait que du coup ces 3 segments, là où je suis vraiment très très d'accord avec toi, c'est ils sont très différents, et ce qui là avec du recul, en fait, ce qui a pu me perturber dans le visionnage, c'est qu'à la limite je trouve que ils sont pas cohérents entre eux, où en fait j'ai l'impression de voir 3 films différents et qui ensemble ne fait pas forcément un truc qui va bien ensemble. Ah, Et ouais, moi c'est ça qui me plaît, c'est le fait qu'ils sont très différents, mais du coup toi au contraire tu vois un manque de cohérence. Ouais, après, du coup, ça en fait aussi son originalité, donc c'est voilà, c'est Ça qui double tout tranchant. quoi. Par exemple, le troisième qui, même dans son style, rappelle presque du teen movie, quoi. Ouais, clairement. En fait, il y a presque voilà un genre à chaque segment. Je dirais que le premier, on est plus sur ouais, un film de genre, presque un film d'horreur. Le deuxième, on est sur du drame familial. Et le troisième, on serait sur du teen movie, je dirais. Ouais, ouais, Et ouais. voilà, après, je trouve que en fait, si je devrais faire le truc du truc bête de le dire lequel je préfère, je trouve qu'en fait, la première séquence est vraiment géniale, quoi. Elle est incroyable. Et c'est pour l'instant un des meilleurs trucs que j'ai vu au cinéma depuis le début de cette année. Et ça, Ouais, bon, déjà, pareil. c'est beaucoup. Et vraiment, il faut le voir sans trop de mise en contexte, mise en situation. Voilà, tout ce que je peux vous dire dessus, c'est que il y a quelque chose d'hyper poisseux, ouais, comme tu dis, de surnaturel. Après, il va jouer aussi, et c'est ce que je trouve fort dans le deuxième segment aussi. Il y a aussi, il va jouer avec ce surnaturel-là. Oui. Alors je sais, j'avais pas vu d'autres films de ce réalisateur-là, mais je sais que c'est un truc qu'il aime bien parler de sujets sociaux par le prisme du surnaturel, parce que je sais qu'il a fait un film qui s'appelle La Lune de Jupiter, où c'est un jeune migrant qui se fait tirer dessus et après, sous le coup de sa blessure, il se rend compte qu'il a le pouvoir de l'éviter. Et donc, voilà, le personnage principal peut voler pendant tout le film après. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà expérimenté avant. Mais dans ce film-là, il y a ce rapport très subtil par rapport à ça. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que ce soit 3 plans séquences. Et je trouve que le plan séquence au cinéma, c'est quelque chose de très particulier. Il faut faire aussi attention. Parce que, bon, on sait que c'est très difficile à faire techniquement. Mais du coup, ça peut empêcher de faire de la vraie mise en scène. Ça peut. Moi, je trouve que ça Ouais, va les vraiment. acrobaties du plan séquence, ça peut être une excuse pour rien faire d'autre que des acrobaties, quoi. Voilà, faut vraiment que ce soit hyper justifié. Et pour le premier, c'est vraiment complètement justifié parce que je trouve que ça. En gros, c'est construit vraiment de. On arrive, on comprend pas, et ça va être de pire en pire. Et en plus, ça souligne l'épuisement des corps parce que vu que c'est un plan qui coupe pas, on est vraiment avec eux, ça souligne le temps vécu. Le deuxième segment, qui est donc cette discussion familiale, ça se passe juste dans un seul appartement. Bon, déjà, le segment en lui-même, je l'ai pas trouvé fou parce que je le trouve vraiment très bavard. Ouais, c'est là où je disais qu'il y avait des longueurs, c'est que le deuxième, en fait, comme t'es juste dans un appartement avec 2 personnes, il t'impose le côté théorique du film, mais trop, quoi. Mais il y a même un moment où il tente presque enfin, il se rappelle que c'est un plan séquence, il tente un petit peu de combler ou de prouver quelque chose parce qu'il a plus trop grand-chose à montrer. Il n'y a que la discussion, genre la caméra elle sort dans l'extérieur, Oui, je sais pas si tu te rappelles, oui, elle oui. descend pour regarder les personnes dans la rue et après elle remonte, enfin elle fait peut-être une petite acrobatie juste pour dire, oh, en fait je suis un plan Ça, c'est un séquence. peu superficiel. Ouais, c'est ça, et ça raconte pas C'est grand-chose. pour quoi. dire, bah là, pendant qu'elle parle, j'avais rien à filmer. Ouais, c'est ça. Genre, c'est vraiment ça. La caméra, elle sort, ils sont dans l'appartement, elle sort dehors. Ouais. Ça fait genre un top shot. Enfin, un top shot, c'est un plan vraiment à 90 degrés sur le sol, quoi. Et tu vois les plaçants dans la rue. Bon, on peut imaginer ce que ça peut signifier, mais bon, je trouve ça un peu léger. Après, ça peut être justifié parce que, enfin, ce débit de parole, parce que, en fait, c'est un personnage qui, bien sûr, à cause de son histoire, ne peut que vivre dans le passé. Et du coup, que rabâcher des trucs. Et on sent même dans. Là, c'est bien fait parce que, tu sais, elle est presque cette personnage-là dans la scène au bord de la folie, quoi. Du coup, je trouve que elle a un flux parole. Mais en Ouais, fait, comme si elle parlait avant de tout oublier, quoi. Il y a un peu un côté. Ouais, c'est ça. Après, le film m'a fait réfléchir aux utilités du plan séquence. Et je trouve que c'est pas justifié pour ce segment-là, mais en même temps, c'est intéressant que ce soit 3 plans séquences. Oui. C'est ce qui justifie le film aussi, mais du coup, peut-être imaginer une autre situation, je sais pas. Mais après, je trouve que
c'est hyper fort en plan séquence pour la montée dramatique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si à la fin de ta scène, t'as vraiment un truc, un grand retournement, un truc hyper surprenant, mais il sera beaucoup plus fort si c'est un plan séquence. Oui, bah pour le coup, je pense que le deuxième, c'est ça qui rattrape, entre guillemets, ce qui se passe à la fin de cette scène-là, quoi. C'est que d'un coup, le plan séquence regagne de l'intérêt parce que t'as à nouveau une espèce de montée en tension qui manquait pendant l'essentiel du plan. Et... Bah, en fait, je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant si c'était plus chorégraphié, mais en même temps, un des deux personnages est assez âgé, donc tu peux pas non plus le faire courir dans tous les sens. Ouais. Enfin, voilà, on est d'accord Non, que je suis cette d'accord. scène-là, elle a ses limites, quoi. Ça aurait été... Là où la troisième a plus d'intérêt parce qu'on se balade un peu dans toute la ville. Ouais, C'est mais pour ça. s'il y aurait eu un... Tu vois, ça se passe que dans un appart. C'est vrai qu'il y aurait eu un truc de... une vraie dynamique, ouais. Il y a un petit peu ça, mais c'est vite fait, quoi. Ils vont vont dans pas une jusqu'au pièce, une bout, dans quoi. l'autre. Un truc vraiment où, je sais pas, ils tournent autour des persos parce que le personnage a fait que parler. Alors du Ouais. coup, enfin, je sais pas, tu vois, il y a une sorte de fil de pensée, débit de parole qui fuse, et la caméra, elle embrasse pas vraiment ça, quoi, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ouais, du coup, c'est ce que je voulais dire par rapport au deuxième segment. Et le troisième segment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, comme je disais, il y a une autre façon encore d'utiliser le plan séquence, qui est quelque chose de beaucoup plus aérien, comme si, en fait, c'est ça, c'est un segment beaucoup plus lumineux où on va suivre les mouvements d'un enfant. Et là, je trouve ça génial de le suivre, je sais pas, dans ces rues de Berlin. En plus, on dirait qu'il vient de pleuvoir. Enfin, il y a un truc dans l'ambiance qui fonctionne super bien dans ce segment-là. Et j'ai vraiment envie que les auditeurs le découvrent aussi. Après, dans ce segment-là, j'ai un peu plus de mal avec le jeu d'acteur des enfants. Je trouve qu'il est pas génial à tout point de vue, mais mis à part ça, ouais. Il y a même, tu vois, c'est un film, je me demande, est-ce que j'ai envie de le revoir? Pas nécessairement, tu vois, genre, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que le souci, c'est que ça pourrait être vraiment un très grand film, mais ça manque d'un truc qui prend, ou tu vois, je sais pas, c'est un peu dommage, mais c'est sûr que ça laisse pas indifférent. Donc, je l'incite aussi à le voir, mais enfin, moi, particulièrement pour la première partie. En plus, ce premier plan séquence, là, il y a un truc, c'est presque de l'ordre de la performance artistique, tu vois, parce que c'est que dans un décor avec il y a un truc presque théâtral, quoi, dedans, où ils utilisent des éléments du décor, mais en même temps je trouve ça hyper cinématographique, c'est assez ambigu. Faut pas vous attendre à ce que tout le film soit entre guillemets aussi surprenant et aussi marquant que cette première partie. Pour autant, voilà, je trouve que c'est pas dénué d'intérêt. Non, et c'est presque une leçon de cinéma parce que ça fait carrément les réfléchir au plan séquence. C'est ces trucs-là qui tentent des trucs, mais ça, c'est des leçons de cinéma aussi. Et c'est pas pour rien, je trouve que, je sais pas si t'avais vu, mais il est produit par Martin Scorsese, le film. Ah, j'avais pas Ouais. vu. Ouais, j'ai Si, vu ça peut-être que j'avais vu son en nom. regardant la bande-annonce après. Donc, Et bah, merci à lui de soutenir ce genre d'initiative-là. Ok, bah c'était tout pour notre critique d'évolution de Cornel Mondruxo. Donc je vous invite à voir si vous avez l'occasion. J'ai l'impression que j'entends quelque chose là. Ouais, ça ressemble à une alarme, non? Est-ce que ce serait pas le moment que tu nous sortes ta deuxième question? Je crois que c'est l'heure. Je vais essayer de faire mieux cette fois. C'est bon, je suis Du prêt. coup, mon cher Corian, tu auras peut-être une chance cette fois-ci de gagner un point. Un jour, il m'est arrivé une expérience de cinéma. J'ai vu un film qui m'a littéralement laissé sans voix à la sortie du film et qui m'a vraiment pris à la gorge. Au point où, pendant 1 heure après le film, je ne pouvais pas vraiment parler. Et vraiment, le film a agi physiquement sur moi comme aucun autre. Et du coup, je vais te laisser le choix entre trois. Est-ce que trois c'était la réponses. première fois qu'un film te faisait ça ou c'est juste... C'est la première fois et la seule fois où un film m'a fait une réaction physique aussi forte. Ok, wow. Est-ce qu'il s'agit de Aguirre et la colère de Dieu de Werner Herzog, Ouais. Salo ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, ou Black Landsman de Spike Lee? Black Landsman, moi, j'ai pas vu, mais tu m'as dit que tu l'avais vu au cinéma? Ouais. Alors c'est compliqué parce que c'est 3 films. T'as pas sorti 3 films, enfin à part Salo, quoi. Hyper évident. Enfin, tu vois, Aguirre et la colère de Dieu. Je trouve pas que ce soit. Bon, j'ai pas vu non plus, mais j'ai déjà vu des extraits et des séquences. J'ai pas l'impression que ce soit un truc où vraiment tu. Mais Salo, ce serait vraiment trop évident, quoi. Donc il me reste. Je vais pas choisir Salo, ce serait trop facile. Alors ça se trouve c'est Salo, mais. Black Landsman, bon. Ok, mais comme je me suis fait avoir par l'évidence à la première question, je vais aller dans le truc le moins évident et je vais dire Black Landsman de Spike Lee. Et c'est une bonne réponse, mon cher Corian. Félicitations. Mais alors là, il va falloir que tu m'expliques. Parce que... Et alors là, oui, il va falloir que je t'explique forcément. Pourquoi est-ce que Black Landsman a provoqué une réaction aussi physique chez moi? C'est vraiment à cause de sa fin.
Attention, attention, ceci est une alerte spoiler. Si vous n'avez pas vu Black Landsman et que vous ne souhaitez pas connaître la fin, je vous conseille d'aller directement à la 27e minute et 24 secondes. Voilà, vous êtes prévenus, maintenant c'est à vous de faire votre choix. Salut, salut. Tu te souviens de la fin de Black Landsman qui est assez J'ai particulière. pas vu Black Landsman, mais j'ai entendu parler de la fin. Ouais. Disons que c'est une scène qui est vraiment très particulière et que ce qui m'a choqué dans cette scène, c'est que d'un coup on sort de la diégèse du film. On est dans un film qui est plutôt assez délirant sur un sujet sérieux parce que ça parle du Ku Klux Klan, mais avec un côté comédie, un côté assez léger. C'est Spike Lee dans le côté van, quoi, parce qu'il a plusieurs registres. Et là c'est vraiment le côté humour où les personnages du Ku Klux Klan sont extrêmement grotesques, etc. Et en fait, d'un coup, à la fin du film, après toutes ces péripéties, on a un basculement vers la réalité, notre réalité, sans prévenir en fait, où d'un coup, il y a la musique qui monte, on a des images de croix enflammées, etc. Et d'un coup, on bascule dans le présent et vraiment dans la réalité brute, parce que le film est sorti en 2018 et on a des images de 2017, d'émeutes qui ont eu lieu à Charlottesville, où en fait, c'est des personnes noires qui militaient pour leurs droits et qui se sont fait renverser en voiture dans une manifestation par des militants d'extrême droite. Et donc en fait, d'un coup, on a ces images documentaires extrêmement violentes d'une manifestation qui a eu lieu dans la vraie vie, où on voit des vrais gens se faire tuer quasiment sous nos yeux, alors qu'on était dans un film de fiction plutôt léger. Et en fait, ce basculement-là, où d'un coup on passe dans la vraie vie sans transition, ce qui est le message en fait de Spike Lee, tu vois, de dire que tout ça c'est pas que du passé, c'est pas que de la fiction, c'est aussi la réalité d'aujourd'hui et ses conséquences. Et en fait, ce basculement-là, ça m'a pris à la gorge et ça m'a coupé le souffle pendant 1 heure complète. Et encore aujourd'hui, je saurais pas dire si cette démarche, je la trouve entre guillemets putassière ou si c'est une vraie bonne idée. Enfin, tu vois, je saurais pas trop dire encore maintenant qu'est-ce que je pourrais en penser d'un point de vue éthique. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce basculement brusque de la fiction à la réalité, tu vois, sans cette barrière de sécurité, où d'un coup on n'est plus dans une fiction, ça m'a laissé sans voix. C'était une bonne idée de parler de ça, je trouve. Voilà, du coup c'était une expérience très marquante dans ma cinéphilie. Cette fin de film, alors que le film en lui-même, spécifiquement, il m'a pas forcément marqué plus que ça. C'est à ton tour, Corian, de me poser une question. Quel est le film d'horreur qui m'a le plus terrorisé dans ma vie ? Et je vais te dire mes 3 propositions. Est-ce L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona ? Est-ce L'Exorciste de William Friedkin ? Ou est-ce Hérédité d'Ari Aster ? Alors, je pense que Hérédité est une réponse piège parce que je connais ta passion pour Midsommar et pour Ari Aster. Et donc, j'ai peur que ce soit une réponse trop facile que de citer Ari Aster. C'est un film vraiment terrifiant, mais du coup, je pense pas que ce soit ça la réponse. Et du coup, L'Orphelinat ou L'Exorciste. L'Exorciste, c'est un grand classique de la terreur au cinéma. Du coup, je me dis que, comme dans la première question, t'avais cité les 400 coups, et que là, tu cites L'Exorciste, je pense qu'il y a un truc où tu vas citer un grand classique du genre pour mener sur une fausse piste. Et donc, par élimination, je dirais L'Orphelinat. Ah, il est fort. Il est fort. Yes. Wow, quand t'as théorisé les 3 questions, là, putain, bien joué. Ben, en effet, c'est ça. L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona. Alors, faut savoir que j'ai vu ce film... je crois que c'était mon frère qui regardait ça, ou mon frère, ma soeur, je sais plus. Je pense que je devais avoir genre... 9 ans. 9, 10 ans. Et je me rappelle très bien ce moment, il était tard, et je savais que c'était un film d'horreur. Je sais même pas si j'avais vu des films d'horreur avant. Et j'ai vu le film. Et puis après, je suis allé me coucher, quoi. Et j'ai pas dormi du tout. Et je voyais... Alors, je sais pas si vous avez, vous les auditeurs... tu l'as vu ou pas, le film ? Non, je l'ai pas vu, pour le coup. Mais t'en as jamais entendu parler ? Enfin, tu vois pas... J'ai entendu parler du réal et du coup aussi du film, mais je l'ai pas du tout vu. Disons qu'il a un des personnages... En fait, ça se passe dans un orphelinat. C'est pour vous expliquer un petit peu, c'est une femme qui revient dans l'orphelinat où elle a grandi et qui n'est plus un orphelinat, du coup. Et elle part pour l'habiter avec son fils et son mari. Et pour essayer de construire un nouveau foyer. Et en fait, il y a une sorte d'ancien enfant qui revient. Et cet enfant a un sac sur la tête, et avec un visage dessiné sur ce sac-là. Il est terrifiant, cet enfant. Et quand j'étais petit, je voyais cet enfant pendant la nuit. Enfin, j'avais l'impression que je le voyais dans ma fenêtre, après, dehors et tout ça. Et puis j'avais En fait, c'est un film qui est terrifiant parce qu'il joue sur des peurs de l'enfance, quoi. Vraiment des trucs purement de l'enfance.
Et je pense que c'est ça qui m'avait touché. Je me suis dit, bon, ok, j'ai 9 ans, peut-être que j'ai exagéré le truc et tout. Et j'ai décidé de le revoir hier soir, ça dans mon appart, pour me dire, bon, est-ce que ça se trouve, enfin, c'est complètement pété. Je me suis fait, des fois, on peut flipper sur des trucs quand on est Ouais. petit, un peu nul, quoi. Et du coup, non, franchement, je l'ai revu hier soir, et c'est un film vraiment flippant. Genre, même aujourd'hui, moi, j'ai du mal à avoir peur dans les films d'horreur, vraiment avoir peur. Enfin, même Hérédité, j'étais pas non plus terrifié quand j'ai vu le film. Et là, hier, bon, en même temps, je me suis mis dans l'ambiance, tu vois, je l'ai vu à minuit, Oui. seul dans mon appart, mais j'étais vraiment pas bien. Et c'est un film putain de glaçant, ouais, l'Orphelinat. Et par contre, c'est un bon film. Je suis content de l'avoir revu et de me dire, ouais, c'est un film qui a une vraie ambiance. C'est hyper grave pendant tout le film. C'est glauque. On le dit souvent, c'est toujours souvent la meilleure façon de faire de l'horreur, c'est sur l'ambiance. Et il y a ce truc de cet enfant qui a ce sac sur la tête. Et il y a un jeu, en fait, on sait pas si c'est vraiment son enfant, l'enfant de la femme qui a mis un sac sur la tête, ou un ancien enfant oublié qui revient hanter la maison. Et ça joue sur plein d'ambiguïtés comme ça. Et le Ah. décor est vraiment très imposant. C'est cet orphelinat où ils sont juste trois habités dans ce truc qui est immense, avec ce poids du passé. Et en plus, c'est genre sur la côte espagnole avec un phare à côté. Enfin, il y a une super photographie, je trouve, dans le film. Et un super jeu sur l'environnement, quoi. L'environnement pour créer du poids, pour créer de la tension. Voilà, après, il y a quelques petits trucs qui ont vieilli, bien sûr, mais franchement, j'étais vraiment agréablement surpris de le voir. Et voilà, c'est le film qui l'a le plus terrorisé. Et on va pouvoir parler de mon propre choix. Mon cher Corian, s'il n'y a qu'un seul film de la sélection du mois de mai dont tu veux nous parler, du coup, ce serait lequel? Eh bien, il s'agit de The Northman de Robert Eggers. I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, villain. Le prince Hamlet est sur le point de devenir un homme lorsque son père est brutalement assassiné par son oncle, qui kidnappe la mère du garçon. 2 décennies plus tard, Hamlet est maintenant un viking qui attaque les villages slaves. Il rencontre une voyante qui lui rappelle son vœu, sauver sa mère, tuer son oncle et venger son père. Et du coup, Corian, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que tu as choisi ce film? Si on prend les 4 autres films de la programmation, je dirais qu'il n'y en a aucun que j'ai détesté, il n'y en a aucun qui m'ont transcendé. Disons qu'ils m'ont tous plus ou moins interrogé, voilà, à leur façon, mais ça n'a jamais provoqué quelque chose de vraiment intense en moi, quoi. Et en fait, on peut parler des films qui nous ont le plus marqué du mois en bien, mais aussi en mal. Et j'ai vraiment pas aimé The Northman, mais mine de rien, c'est après le visionnage, j'ai pas arrêté de m'interroger en me disant pourquoi j'aime pas ça, pourquoi j'aime pas cette façon de filmer. Donc au final, c'est celui qui a le plus vécu en moi, alors que je l'ai pas aimé, mais voilà, c'est... On n'est pas obligé à chaque fois de parler de coup de cœur, quoi. Parce que oui, The Northman de Robert Eggers me pose pas mal de soucis. Déjà, en fait, je ne comprends pas ce qu'il raconte. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en fait, quand je regarde le film, de voir se dérouler une intrigue très classique de royauté, de vengeance, et sans, en fait, rien qui viendrait transcender tout ça, même dans une interprétation particulière du mythe, qui est pourtant, en fait, la marque de fabrique de Robert Eggers, c'est-à-dire de réinterpréter des mythes et de les amener ailleurs, quoi. C'est juste que là, en fait, il prend juste des mythes classiques nordiques. Tu trouves pas qu'il en fasse quelque chose de particulièrement intéressant, quoi? C'est ça, c'est une application premier degré. Tout ce qui fait de l'iconographie viking, enfin, c'est pas seulement viking, mais même des anciennes populations nordiques, quoi. C'est pas mal conçu, loin de là. Je dis, franchement, par contre, je tiens à le dire en premier lieu, il y a un énorme travail dans le film, je ne le renie pas. Mais en fait, il n'y a rien de plus, rien que je pouvais ne pas... Enfin, c'est tout ce que je m'imaginais déjà, en fait. Et même, je trouve qu'il y a certaines œuvres qui le traitent mieux. Et même certains jeux vidéo, comme par exemple The Witcher 3, un jeu auquel j'ai beaucoup joué, et tout son acte à Skellige notamment, mais traite de façon beaucoup plus même intense et beaucoup plus intéressante, je trouve, toute cette iconographie-là. D'ailleurs, je reviens un petit peu, mais je trouve ça intéressant de le comparer à un jeu vidéo. Là, je parlais de The Witcher 3, parce qu'en fait, il y a pas mal de plans
qui font très jeux vidéo aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a pas mal de plans où on suit à la troisième personne le personnage de manière assez frontale derrière son dos et on va suivre tous ses mouvements et on le voit un petit peu, genre il est un petit peu sur la gauche du cadre, comme énormément de jeux de vidéos d'action. Et toute cette scène-là qui a fait beaucoup parler d'elle, où ils vont assiéger un village et qui est un plan séquence. Alors je sais pas si c'est un vrai, mais je trouve que cette scène-là, par exemple, je me dis, a dû demander un travail dingue, qui est vraiment impressionnant techniquement, je ne dis pas le contraire, mais ça, pour moi, ça fait énormément jeu vidéo. Alors, peut-être j'ai l'air d'être... c'est insultant pour les gens qui... Enfin, disons, le jeu vidéo d'action un peu bourrin, quoi. Enfin, alors, il peut y avoir vraiment beaucoup de mise en scène dans le jeu vidéo, mais là, c'est du truc... ça fait le taf dans certains jeux vidéo, on peut se passer dans un jeu vidéo. Il y a beaucoup plus d'heures, enfin, genre, tu peux pas faire de la mise en scène tout le temps, il faut... En plus, c'est un truc où tu as besoin beaucoup plus d'immersion, donc c'est pas, ça peut pas forcément être un défaut dans un jeu vidéo, c'est un autre médium, tu vois. Mais je dis juste que là, dans la manière dont c'est utilisé là, c'est pas... Il y a pas de... presque pas de point de vue, j'ai l'impression, tu vois. Ok. Et c'est ça qui me dérangerait, ou en tout cas qui me laisse perplexe. Et il y a des séquences, alors, bien sûr, comme tout film, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des séquences plutôt, enfin, franchement, qui me touchent plus particulièrement, et vraiment esthétiquement où il se passe quelque chose. Je dirais ma préférée, c'est celle où, dans la fête dans les bois, par exemple, ils font une fête nocturne dans les bois. Quand ils dansent autour du feu. Ouais, ils dansent autour de feu et après ils se font là tous la cour dans la forêt. Il y a quelque chose de hyper hypnotisant. Je trouve en fait que le budget, là, on a vu le budget tout à l'heure qui est de 90 millions. Je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus hallucinatoire ou en tout cas qu'ils prennent un des points du film et qu'ils le transcendent, tu vois. Après, j'oublie pas que c'est un film de studio qui a derrière Universal. En plus, je l'ai entendu freiner à certains moments l'ambition de Eggers, ce qui est sûr. C'est aussi le prix à payer pour avoir un budget vraiment conséquent, quoi. Mais enfin, voilà, je peux pas m'empêcher de dire que c'est un film avorté. Et surtout, je peux pas m'empêcher de me dire qu'avant, c'était le mec qui a fait The Lighthouse, quoi. Et moi, qui est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, The Lighthouse, qui est pour moi presque un film expérimental, quoi. Qui est un film vraiment très très particulier, je trouve, qui brouille les pistes de façon admirable, qui arrive à moderniser un certain cinéma des années 1910, 1920, tu sais, même dans son format d'image, dans son noir et blanc. Bah, c'est clair que The Lighthouse, sur plein de points, on est aux antipodes de The Northman, dans le sens où, effectivement, ouais, il y a 4 tiers noir et blanc, 2 acteurs enfermés ensemble dans un lieu clos. Il y a un côté extrêmement austère, rien au pitch du film, au postulat du film, en mode, ça, on sent que c'est pour les cinéphiles, quoi, tu vois. Il y a un truc un peu presque cliché. Quand je dis ça, pour les cinéphiles, c'est entre gros guillemets, tu vois. C'est-à-dire, il y a un côté presque cliché du film pour avertis, entre guillemets. Là où The Northman, il se veut beaucoup plus grand public dès son postulat de départ, dans sa com, en fait. Je parle dans la communication du film. Oui, mais c'est pas un souci. Enfin, tu vois, j'ai adoré The Batman. Enfin, Oui, bon, c'est pas une critique quand je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que ne serait-ce que sur le plan marketing, les deux films sont un peu à l'opposé, alors que c'est deux films qui suivent dans la filmographie d'un réalisateur. ouais, non, c'est vrai, ouais. Mais après, là, ils sont pas à l'opposé, c'est que les deux, ils font une interprétation de mythes. Là, dans The Lighthouse, c'est les mythes un peu marins, des contes marins. Mais ils le faisaient de façon vraiment brillante et vraiment subtile, pour le coup. Et en plus, ça racontait quelque chose, quoi. Enfin, The Lighthouse, je trouve ça brillant. En plus, qui était en avance presque sur tout ce que ça racontait sur le confinement. Enfin, c'était avant le confinement et je trouve que tu regardes, je pense que tu regardes The Lighthouse aujourd'hui, ça doit être fou à quel point. Bah, je pense surtout qu'il faut pas le voir pendant un confinement. Ouais, c'est clair, on va pas le voir pendant un Parce que confinement. c'est un truc à rendre fou, quoi. Et en fait, quand je vois, en fait, peut-être que j'avais, du coup, ça m'a donné énormément d'attentes. J'avais peut-être oublié que c'était un film qui est freiné forcément à cause de son budget. Et du coup, tu peux être forcément déçu. Quand t'as pas d'attente, peut-être que tu l'apprécies plus. En fait, genre, c'est un film qui est un peu crade, mais sans plus. C'est un film qui est un peu violent, mais sans plus. C'est un film qui remet un petit peu en question le virilisme de certains mythes, mais sans plus non plus. C'est-à-dire qu'il le fait un tout petit peu, je trouve, mais jamais il assume vraiment de le faire. La construction me pose énormément de problèmes aussi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est construit comme ça, genre. Première partie avec la mort du père du héros. Bon, c'était dans le synopsis, donc ça va. Et ensuite, en fait, c'est des séquences qui se répètent un peu, en plus, où le héros n'a de cesse de répéter « Je vengerai mon père, je tuerai mon oncle ». Et en fait, c'est ça. Il va arriver quelque part, et le destin le rappelle qu'il doit se venger de son père. Puis, il arrive à un autre endroit, puis le destin le rappelle qu'il va venger son père et tuer son oncle. Tout le film, on se dit « Il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça ». Il y a même un moment, je sais pas si tu te rappelles, en Islande, où la trique n'avance plus, et il se passe en 2 nuits, 2 fois la même chose, pour nous rappeler ça. Oui.
Et je me suis dit, what the fuck. Et genre, voilà, vous l'avez compris, j'ai pas bien aimé. Après, je trouve ça toujours nul de critiquer pour critiquer. Je vais sauver des trucs, quand même. Par exemple, sur le son, j'aimerais le souligner, il y a un travail beaucoup plus original, par exemple, que je trouvais dans la façon de filmer. Voilà, le travail du son, ils font que crier pendant tout le film, et c'est presque un des films où j'ai entendu le plus de cris. Et là, je me dis, il y a quelque chose de transcendant là-dedans, quoi. Quelque chose d'une vraie ordre de l'expérience. Parce que si, j'ai l'impression que le film n'a rien à dire, ok, si c'est de l'ordre de l'expérience, mais là, je trouve que c'est pas transcendé. Mais au son, il y a quelque chose. Et même des trucs où, genre, par rapport à la musique, enfin, c'est plus de l'ordre de la musique, du coup, mais je sais plus dans quel combat où plusieurs fois, il va y avoir des gens qui vont faire des chants, genre des ouh. Et genre, ça va arriver comme ça d'un coup à plusieurs moments du combat. Et ça, putain, ça te cloue sur ton siège, c'est hyper imposant. Ouais, l'espèce de cri gutturaux un peu. Ouais, tu te rappelles de ce moment-là, mais qui est Ouais. entre la musique et la ponctuation de l'action du combat, oui, quoi. Oui. Il y a une autre chose à sauver dans le film, et ça serait pas honnête de ma part de pas en parler. Et là où je me dis peut-être que le film raconte quelque chose, c'est en fait dans la façon dont le héros bouge avec son corps, se meut et s'exprime. Pour le coup, on peut pas dire que ce soit... Déjà, l'interprétation est ouf, hein, genre le mec est complètement dans son rôle, enfin à un point... En travail de rôle de composition, ça a dû être une folie, enfin le mec a dû prendre une masse musculaire pas possible. Le mec, on ressent à quel point il a plus que la vengeance dans sa vie, c'est à peine s'il est encore humain, quoi. Et genre, comment il incarne ça dans son corps, donc, je vais citer l'acteur Alexandre Skarsgård, arrive à exprimer ça, un être, genre, en fait, qui n'a plus aucun intérêt pour rien dans la vie, toute motivation a été ôtée pour ne plus voir que la soif de violence, et comment il y a peut-être quelque chose de potentiellement lumineux qui subsiste, et c'est la façon dont aussi cette petite éclaircie s'incarne dans son corps. En fait, si le film devait exprimer quelque chose, c'est ce combat intérieur-là, quoi. Donc, je sauverai ça qui existe, qui est là. Mais je suis très curieux de voir ce que t'en as pensé. Franchement, si t'as adoré, dis-le. Enfin, il n'y a pas de souci. Sans forcément dire que j'ai adoré, moi j'ai plutôt apprécié le film. Du coup, The Northman, je trouve ça intéressant d'abord de poser certaines bases et un certain contexte. En gros, la promesse de ce film, donc de The Northman, c'est de faire une espèce de fresque viking sur une histoire de vengeance, avec l'esthétique très travaillée de Robert Eggers, avec beaucoup de violence et de folklorisme. Et je trouve que là-dessus, c'est qu'à moitié réussi, puisqu'en fait, j'avais du coup un des trucs qui m'intéressait dans le film, c'était notamment le rapport à la virilité et au virilisme, parce que j'avais eu un débat avec des amis sur ça et qu'on n'était pas d'accord, parce que mes potes trouvaient que le film était complaisant avec le virilisme du personnage principal, là où moi au contraire je trouvais qu'il le critiquait. Et je trouve que quand on connaît les autres films de Robert Eggers, on peut pas dire honnêtement, intellectuellement, que Robert Eggers est quelqu'un de viriliste et qui défend une vision viriliste du monde. Parce que bon, The Witch, c'est quand même une femme seule contre le monde parce qu'elle est accusée de sorcellerie, et son pire oppresseur, c'est un homme qui l'accuse. Et The Lighthouse, c'est deux mecs enfermés ensemble qui se tapent dessus parce qu'ils sont pleins de névroses et de misère sexuelle. Donc pour moi, le traitement de la masculinité chez Robert Eggers, ça a toujours été un sujet, et il a toujours critiqué les dérives de la masculinité. Pour autant, je dois reconnaître que dans The Northman, c'est assez flou. Moi, ce que j'ai vu dans le film, en termes de propos sur le masculin, et en l'occurrence ici sur le rapport à la vengeance, c'est quelqu'un qui est tellement obsédé par la vengeance qu'il va finir par s'autodétruire, même quand le bonheur lui tend les bras. Et ce fait que la vengeance, elle revienne plusieurs fois dans le film, et qu'il y ait cette espèce de redondance où dès qu'il essaye de passer à autre chose, il y revient, pour moi, ça dit quelque chose. C'est assez important, et c'est une vraie critique de ce côté obsessionnel de la vengeance. Pour autant, je dois bien admettre que ça marche pas pour tout le monde, et que donc le propos il est pas clair, puisque dans mon entourage, je suis la seule personne à avoir lu le film comme ça. Donc ça veut dire que a priori, c'est un peu confus. Je trouve pas du tout que j'appuierais pas à Robert Eggers le fait de glorifier un certain virilisme. Vraiment, enfin, ce serait ça en plus de voir ces films avant. Moi, le plus problématique, c'est l'écriture du personnage féminin. En fait, c'est surtout ça qui me choque. Ouais. Le reste, en plus, mine de rien, je disais dans le plan séquence que j'aime pas trop, que je trouve vraiment ça fait démonstration un peu sans but. On voit quand même la violence, on se la prend, et ça n'oublie pas de montrer quand même à quel point les Vikings pouvaient être extrêmement barbares, extrêmement... Oui, parce que souviens-toi sur quoi ça finit, ce plan séquence-là, c'est quand même sur une maison qui brûle, et on entend des gens à l'intérieur, tu vois.
Et Enfin, d'ailleurs, tu trouves D'ailleurs, que... je dis, je sais pas quelle est la réalité historique dans ce truc-là, ou si c'est plus qu'on imagine des Vikings. Mais en tout cas, ça, je sais pas. Mais ça n'oublie pas de montrer aussi les dérives de cet état d'esprit-là. Ouais. Et pour le coup, tu vois, tu trouvais que dans la manière de filmer, ça manquait un peu d'un point de vue. Pour moi, le fait que au début de cette partie du film, il y ait ce plan séquence extrêmement stylé et stylisé où on a une attaque de Vikings sur un village, bah pour moi, c'est le moment où on est censé adopter ce point de vue et trouver ça stylé aussi. Et que ça rentre en opposition avec plus tard dans le film des moments où le héros il va être à quatre pattes, il va hurler avec les loups et où il a un côté assez ridicule en fait. Donc tu vois, pour moi, il y a quand même, tu vois, une évolution du point de vue et un vrai propos sur la virilité. Par contre, je suis d'accord avec toi sur la construction du personnage de Anya Taylor-Joy et que même si j'y perçois une espèce de truc un peu ironique, c'est vrai que on peut que admettre dans les faits que son personnage il manque d'écriture et que ses seules motivations c'est être avec l'homme qu'elle aime et fonder une famille, qui est littéralement le cliché le plus réac qu'on puisse avoir, enfin l'écriture la plus réac qu'on puisse avoir d'un personnage féminin, quoi. Donc ça personnellement, dans mon interprétation, je me dis ouais, c'est peut-être pas dû au réal mais plus à la prod. Je pense qu'on s'en fout parce que l'important c'est le résultat et que dans le résultat on a un personnage féminin qui est mal écrit. Si tu regardes le dernier plan sur Anya Taylor-Joy du film, où elle est un peu iconisée comme dans une espèce de peinture avec une voix off qui dit ce qu'elle dit, moi j'y trouvais un côté tu vois un petit peu ironique et dans la continuité de cette espèce de déconstruction du héros et de sa quête un peu vaine, parce que tout le long du film pour moi ça parle du côté vain de la quête du héros, et que globalement voilà, moi ma thèse sur le film c'est dire d'un point de vue plastique et même d'un point de vue du propos, c'est un blockbuster beaucoup plus intéressant que plein de blockbusters qu'on a vus ces dernières années, mais c'est voué à être un film mal aimé et mal compris, parce que Robert Eggers, il rate le coche et il n'arrive pas à faire un film grand public. Comme ce film-là, il a coûté plus cher que ses autres films, bah faut qu'il soit plus accessible sur certains points pour être plus rentable, entre guillemets. Bon, pour autant, pour moi, ça justifie pas qu'un personnage féminin soit écrit comme ça. Je pense que c'est pour ça, enfin, c'est là où il y a un conflit d'intérêt, tu vois, c'est que ils vont adoucir et lisser un peu le cinéma de Eggers pour pouvoir le vendre à un plus grand nombre, en fait. Et ce qui, pour certains auteurs, détruit tout ce qui fait leur essence, quoi. Genre. Ouais. Et en l'occurrence, même si pour moi le film est pas raté, parce que personnellement je l'ai apprécié et je sais que là-dessus on n'a pas le même avis, on est d'accord sur le fait que c'est dommage, parce que du coup c'est un coche manqué pour Eggers qui pouvait passer un cinéma plus grand public et au final bah ça marche pas. Après peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas cernées tu vois dans le film ou que j'ai pas... Mais après tu vois c'est aussi une question de sensibilité et peut-être qu'il y a des trucs que moi aussi je suis biaisé par le fait que j'aime bien ce réal. Pour moi c'est même pas forcément ça la question, parce qu'on n'est pas là pour mettre un point final, est-ce que le film il est bien ou pas. Moi je vais te dire par comparaison, je pense que j'ai préféré ce film à The Batman, j'ai préféré ce film à Dune. Ah ouais, non, là on n'est pas d'accord. Alors là on n'est pas d'accord, mais je m'en doute. Mais c'est pas grave, tout ça pour te dire que moi j'ai vraiment aimé ce film-là. Et pour autant, je considère qu'il rate ce qu'il entreprend. Là où par exemple, tu vois, je dis que j'ai préféré ce film à Dune, mais je considère que Dune réussit beaucoup mieux ce qu'il entreprend. Et que Dune réussit beaucoup plus à être un film grand public, tout en apportant l'identité de son auteur, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est un cas hyper intéressant, mais que c'est un pari raté. Oui, mais tu vois, quand on dit quand même auteur, c'est que tu arrives à infuser un point de vue singulier, tu vois. Oui, et je trouve qu'il y a plus de points de vue dans The Batman que dans The Northman, tu vois. Et bah, pas moi. Ah ouais. Parce que pour le coup, moi, en ce qui concerne le point de vue et le propos, je retrouve tout ce que j'aime chez Eggers en plus édulcoré, parce que déjà, il n'y a pas le côté épouvante et fantastique qu'il peut y avoir dans ses autres films, et puis surtout, bah, c'est un film d'action-aventure et pas un film d'horreur. Mais voilà, moi je retrouve son traitement des mythes, et là en l'occurrence son traitement d'une figure mythologique, parce que tu vois, là on raconte une histoire qui est inspirée en fait du mythe nordique qui a inspiré Hamlet, donc il y a toute une espèce de continuité de qu'est-ce que c'est en fait la vengeance dans les histoires qu'on se raconte, d'où est-ce que ça vient, et on prend une histoire de vengeance un peu fondatrice, on part de là et on la reprend. Et on parle du fait que cette vengeance, elle est vaine, et que le héros, il s'autodétruit avec ça, et qu'il va un peu nulle part, tu vois.
Donc tu vois, il y a des trucs que Mais là, j'aime chez je te lui que parlais- je retrouve, tu vois. Et Je te sa parlais mise en pas scène est forcément, oui, en termes de sujet, t'as raison, mais même en termes de manière de filmer, je parlais aussi. Tu vois. Oui. Dans The Batman, je trouve il y a pas ce côté juste suivre l'action, quoi, de façon un peu plate, que je trouve que dans The Northman, tu vois. Ouais. Il y a un vrai travail du sens de quelle distance t'as selon les situations, où placer la caméra à ce moment-là parce que ça dit quelque chose sur le sujet, tu vois. De mise en scène aussi, je trouve il y a plus de points de vue dans The Batman qui est pourtant un film là, encore plus de budget, encore plus. Ouais, le studio, encore plus quoi. accès grand public en fait. Après, voilà, c'est un débat à avoir. Hein. Oui, c'est ça. Bah après, je me place pas, voilà. C'est question de sensibilité parce que moi, tu vois, The Batman, au contraire, j'ai trouvé que moi, je dirais plus que The Batman, il est plus poseur, tu vois. Je le prendrais à l'inverse en disant, bah oui, c'est intéressant de faire parfois des plans très longs comme il fait, mais à un point où je trouve que des fois c'est un peu superficiel, tu vois. Là où The Northman, je trouve qu'il va plus droit au but et que il sait rester efficace. Et donc, par exemple, un plan séquence d'action de ouf, bah il en fait un à un moment où c'est opportun et pertinent de le faire, tu vois. Non, c'est Et, efficace. Efficace et, tu vois, genre... du coup, c'est efficace. Moi, je trouve ça aussi pertinent. Mais là-dessus, on n'est pas d'accord. Mais ouais, non, tu vois, pour moi, ça a du sens de le mettre à ce moment-là dans le film, quoi. The Batman, moi, j'avais dit, ouais, c'est dans l'ambiance, ça fait un peu film démo gothique. Parce que voilà, moi, je suis peut-être moins sensible à ce côté hyper sombre et lancinant qui toi, t'avais plu, quoi. Oui, mais il y a plein de... Tu vois, dans The Batman, il y a plein de moments qui ont du sens aussi dans la façon de filmer, je trouve. Tu vois, il y a parfois où même tu vas adopter le point de vue d'un voyeur, mais que ce soit du point de vue de l'antagoniste du film et même du point de vue de Batman. Un a viré dans un côté extrémiste, l'autre est encore pas très à l'aise avec ce qu'il ressent, et ça met en opposition, mais aussi en parallèle ces deux points de vue pendant tout le film. Enfin, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de points de vue et de choses intéressantes dans The Batman. Encore une fois, je pense qu'on C'est est le vraiment sur du battle. ressenti, tu vois. C'est le battle. C'était quoi le meilleur film entre les deux? Dans tous les cas, voilà, c'était mon point de vue sur The Northman et on n'est pas d'accord sur le sujet. Et c'est trop bien aussi d'être pas d'accord. Parce Ah que oui, du non, coup, mais- c'est hyper stimulant en fait. Ouais, On a des débats super intéressants. tu m'as fait prendre conscience de certains trucs aussi. Je trouve. Ok, bon, c'est tout, et c'est quand même assez dense. Ouais, Sur clairement. notre avis sur The Northman de Robert Eggers. Je pense qu'on va pouvoir passer aux critiques courtes. Ouais. J'entends un bruit là, c'est quoi? C'est le son qui nous indique que c'est l'heure du dernier quiz. Eh oui, excusez-moi, c'est le dernier quiz on de enchaîne, on l'épisode. n'arrête pas le divertissement dans cette émission. Donc, il y a 2-1 pour moi. Si je rate et que tu réussis, on égalise le score. Corian, je vais te poser une question. Quel est le film que j'ai le plus détesté à un moment de ma vie? Donc, un film en fait que j'ai vu et que j'ai détesté au visionnage et qu'après j'ai craché dessus pendant plusieurs années. Star Wars 7 de J.J. Abrams, Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard ou Pater de Alain Cavalier. Pater, qu'est-ce que c'est ça, putain. Parce qu'Alain Cavalier, il a toujours des délires... Enfin, vraiment des grandes expérimentations quoi, en termes de cinéma. Mm. Je sais qu'il a fait par exemple un film sans aucun décor. Mais donc, et Pater, il me semble que c'est un truc comme ça, mais je ne saurais pas le dire lequel. Donc, je sais pas s'il y a un truc qui peut fondamentalement irriter, quoi. Je connais pas trop ton rapport à Star Wars. Et Pierrot le Fou... Alors pour indication, j'ai vraiment pour le coup cité réellement 3 films que j'aime pas. Maintenant, à quel point je les aime pas et surtout lequel des 3 j'ai viscéralement détesté pendant plusieurs années, c'est ça la question. Ouais, attends, je vais reprendre alors. Je vais voir à chaque point pourquoi on pourrait détester. Star Wars 7, bon, voilà, c'est redite... Enfin, pourquoi on pourrait le détester? Moi, c'est un film que j'aime pas du tout non plus, parce que c'est juste je trouve une redite du 4. Je sais pas si ça peut être vraiment le truc que tu peux détester le plus dans ta vie, sachant que c'était aussi un petit peu évident que ça allait être comme ça. Pierrot le Fou, c'est très particulier. Si on n'est pas habitué à la nouvelle vague, ça peut vraiment agacer viscéralement. Et Pater, je sais pas de quoi ça parle, donc comme j'ai aucun argument sur Pater, bah vas-y, je vais dire Pierrot le Fou. Eh bien c'était Pater. Ah putain. Pour situer un peu de contexte, parce que du coup il y a toujours une anecdote qui va avec la réponse à la question, je pense aussi que je l'ai pas vu au bon moment dans ma cinéphilie, et que peut-être que si je le revois maintenant, je lui verrais beaucoup plus d'intérêt. Pater, je l'ai vu quand j'étais en première, on était donc en option cinéma,
Et on est allé à un festival de cinéma où on a passé toute la journée à mater des films. Ce que j'aimais pas globalement dans ce contexte de cette journée, c'est que les professeurs, ils nous ont montré plein de films dans des projections, mais sans vraiment nous expliquer à chaque fois pourquoi est-ce que le film il peut être intéressant, sans nous prendre par la main en fait. Et du coup, voir des films aussi différents que ce qu'on a vu. On avait commencé la journée en regardant Les 400 coups de François Truffaut. Après, on a vu plusieurs séries de courts-métrages, d'animation d'ailleurs, qui avaient souvent rien à voir entre eux et qui étaient parfois très très chez père. Et on a fini la journée par Pater de Alain Cavalier. Et c'était vraiment le coup de grâce, quoi, le coup de massue sur mon crâne, parce que déjà la journée était éprouvante en termes de nombre de films à voir et du fait que c'était pas rendu accessible du tout par les profs qui juste regardaient et disaient « Oh, ça c'est un chef-d'œuvre, ça c'est un chef-d'œuvre ». Et vraiment, jamais on allait discuter de pourquoi et de comment et de, tu vois, alors que vraiment nous on l'argument trop relou de c'était le truc imposant, chef-d'œuvre. Ouais, c'est ça. alors que nous on était en train de forger notre cinéphilie et que on était là en train de juger, enfin tu vois, d'apprendre un peu à juger nos goûts et à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui nous plaît. Enfin tu vois, c'est des trucs hyper importants. C'est un film vraiment expérimental pour le coup, où c'est juste Alain Cavalier et Vincent Lindon qui se filment eux-mêmes dans des décors vraiment hyper modestes, quoi, une cuisine, une salle à manger, juste des intérieurs d'appartements. Et en fait, tout le long du film, ils prétendent, un peu comme une espèce de jeu d'enfant, parce qu'avec très peu de dispositifs, comme j'ai dit, qu'il y en a un qui est Premier ministre et l'autre qui est président, et du coup, ils se filment entre eux, et les caméras existent dans l'histoire. C'est quoi comme type de caméra? C'est genre des trucs... C'est des espèces de caméscopes, quoi, des trucs à la con, vraiment, ça fait un peu amateur, tu vois, dans le dispositif. Pourquoi pas, hein. Mais c'est un style, et je pense que c'est un film hyper intéressant, en vrai. On dirait vraiment deux adultes qui jouent au président et au premier ministre, tu vois. Il y a un truc où il y a vraiment l'espèce d'effort minimum de la fiction, parce qu'en fait, on s'en fout, tu vois. Justement, le but, c'est de faire un film avec rien. Et du coup, sur le coup, j'ai vraiment détesté l'expérience, donc le contexte fait aussi que, mais j'avais pas la maturité pour voir un tel film à ce moment-là de ma cinéphilie, et du coup, j'ai vraiment détesté le moment. Il y a des scènes, en plus, qui semblent avoir rien à voir dans l'histoire, où juste il s'attarde sur... il filme son chat dans son jardin et il parle de son chat en même temps et ça n'a rien à voir avec l'histoire, tu vois. Et après on coupe sur autre chose et t'as vraiment plein de moments comme ça dans le film assez lunaire et vraiment en plus ce qui m'a encore plus horripilé, c'est qu'en sortant de la salle, mes profs ils continuaient de dire oh chef-d'œuvre. Ouais, mais ils allaient toujours pas m'expliquer pourquoi, tu vois. Et voilà. Je pense que ça a été le coup de grâce aussi, tu vois. C'est ça. Il y a eu un truc de contexte aussi. Je pense que quand tu débutes ta cinéphilie, tu peux pas dire dans des films aussi spéciaux que ça. C'est un chef-d'œuvre à des gens qui sont vraiment au tout début. C'est ça. Ouais, il y avait un côté en fait assez élitiste, quoi, à dire c'est un chef-d'œuvre et si tu comprends pas que c'est un chef-d'œuvre, c'est toi qui es con. Et il faut pas dire ça à quelqu'un qui est en train d'apprendre ce que c'est que le cinéma, tu vois. C'est la pire chose à lui dire. Parce que du coup, il va juste pas vouloir s'intéresser à ce cinéma-là parce qu'il va se dire en fait, c'est pas pour moi, donc je suis qu'un con, je suis qu'un con, je vais regarder que des films de super-héros et je vous emmerde, tu vois. Enfin, mais il faudrait que tu le revoies, du coup, ce serait. Mais oui, super pertinent que tu le revoies. Pour le coup, ça c'est clairement un film que j'ai envie de revoir par curiosité, quoi. Peut-être que je vais détester, peut-être que je vais adorer, j'aurai beaucoup plus de clés qu'à l'époque. Parce que moi, Alain Cavalier, j'ai vu qu'un film de lui, et c'est un documentaire pour le coup qui s'appelle Être vivant et le savoir. Et il filme avec un caméscope, il me semble, pendant tout le film. Et c'est juste ses réflexions à lui. Parfois, il pose sa caméra sur son bureau, on va juste en voir ses réflexions à lui. C'est hyper minimaliste dans la forme. Et ça peut paraître hyper facile, mais en même temps, c'est le seul qui fait ça aussi dans un sens, tu vois. Je pense que c'est une forme de cinéma qu'on doit prendre en sérieux parce que c'est une sorte de journal intime, tu vois, vidéo. Mais j'aurais vu ça, pareil, j'aurais vu ça en première. J'aurais vu ça, j'aurais vu Être vivant et le savoir à ce moment-là, je me serais juste fait chier. J'aurais dit, c'est un peu long là quand même. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça en fait que je trouvais ça intéressant aussi de parler de ce film-là, c'est que c'est un film que j'ai viscéralement détesté et qu'après pendant plusieurs mois, c'était un peu un running gag avec mes potes, quoi, vraiment en mode faut pas me parler de ce film parce que je vais m'énerver, alors que rétrospectivement, c'est sûrement un film très intéressant, c'est juste que je l'ai vu au mauvais moment, qu'on me l'a amené de la mauvaise manière et c'est pour ça que je l'ai détesté. À côté de ça, ces profs-là que j'ai eu au lycée, ils m'ont apporté plein d'excellentes choses, plein d'excellentes références et je remercie tout ce qu'ils m'ont appris. Vraiment, juste cette expérience-là, j'ai détesté et c'est intéressant d'en parler. Ma dernière question sera par rapport à la saga Harry Potter. Je me suis dit, pourquoi pas. Mon Harry Potter préféré. Eh oui. Alors, Pierre, est-ce que c'est Harry Potter et la chambre des secrets de Chris Columbus, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban d'Alfonso Cuarón, ou Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 de David Yates?
quand on parle d'Harry Potter avec des gens un peu cinéphiles, très souvent, l'épisode 3 est cité comme le préféré, parce que c'est Alfonso Cuarón et que sa réalisation elle sort du lot dans la saga. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'il est dans les 3. Maintenant, t'as dit le 2 et le 7 partie 1. Te connaissant, je pense pas qu'un film de Chris Columbus ce soit un émoi cinéphile pour toi, mais je pense plutôt que ça va se jouer entre le 7 partie 1 et le 3. Et entre une caméra qui fait des pirouettes partout d'un côté et un film qui va prendre le temps de poser des ambiances, de les briser, d'accélérer et de ralentir, je pense que le 7, il y a un vrai truc qui est susceptible de t'avoir plu dedans. Je pense par exemple à une scène très touchante dans cette partie 1, c'est Harry et Hermione qui dansent ensemble. Et genre, tu vois, ce genre de moment d'émotion, je pense que ça te touche plus que la caméra d'Alfonso Cuarón qui traverse des miroirs et qui filme des détraqueurs qui font des pirouettes. Est-ce que j'ai raison, Corian ? Quel talent. Wow. Let's go. Je me suis fait écraser salement. Et ouais, putain, Je bien lis en joué. toi comme dans un livre ouvert. Tout le raisonnement que tu t'es fait, mais wow, j'ai l'impression que t'étais à ma place, dans ma tête. Je suis le professeur Xavier. Exactement, ouais, le 7 partie 1. Bon après, est-ce que je peux parler vraiment d'émoi cinéphilique, je sais pas, mais je sais pas, je trouvais ça bien de parler aussi d'une grande saga. David Yates, alors je déteste les derniers Animaux Fantastiques, là, et ce qu'il fait avec cette saga-là. Mais là, je trouve qu'avec celui-là, il a réussi, en plus c'est un road trip, j'adore ce côté-là. Il se pose beaucoup plus, et moi j'adore aussi, tu sais, dans des trucs à gros budget, quand on arrive à se poser beaucoup plus, à nous proposer des trucs différents. Il y a notamment, voilà, cette scène-là, je voulais en parler dans mon argument, mais tu m'as devancé. C'est ma scène préférée de ce film-là, donc c'est pour ça que j'ai cité mais celle-là. voilà, je trouve qu'on en a, je pense que ça a été beaucoup parlé, mais je vais appuyer encore là-dessus. C'est, cette scène-là où on est dans un Harry Potter, quoi, la saga la plus aimée à cette époque-là. Il nous fait un truc, mais je sais pas, moi, quand j'ai vu cette scène-là, mais j'ai dit, mais what the... En fait, on dirait un film d'auteur, on dirait un film de Sundance, un peu. Et Le puis, temps d'une ouais, scène, c'est d'une danse de dépressif. Il est mal rasé, il est au bout de sa vie, et il danse sur All Children de Nick Cave, en plus, que j'aime beaucoup cette musique. En fait, je crois que j'aime tout dans ce film, genre, il y a ce parti pris d'utiliser une petite séquence en dessin animé, qui... quand même, je trouve assez osé aussi, quand il parle des reliques de la mort, des reliques de la mort, une super belle animation en plus, tout en voile, c'est hyper délicat. Et même, alors il y a une des scènes alors pour le coup, qui m'a vraiment fait flipper quand je l'ai vu, je me rappelle au cinéma à l'époque, qui est cette scène où je sais plus pourquoi, il faut qu'il se retrouve dans un village hyper glauque là où il neige, et il y a une mamie qui va les voir et qui les emmène dans une maison, et cette mamie se transforme en serpent. Et il y a un combat avec ce serpent et il se retrouve dans une chambre hyper glauque mais en même temps hyper illuminée d'enfants. Alors bon, je la vois aujourd'hui, ça me fait rien du tout, mais sur le coup, ça a été vraiment un frisson très intense et qui m'a accompagné après, tu vois. Et je trouve que là, pareil, ils ont osé aller dans une certaine forme de glauque inattendue, quoi. Je trouve que cette scène-là, c'est presque une scène, tu vois, scène de genre de film d'horreur, tu vois. Il y a vraiment plein de qualités dans ce film-là, qui est sous-coté. Voilà, je le dis. Non mais c'est bon là. Le mot est posé. Quel est ton Harry Potter préféré ? J'hésite entre le 5 et le 6, parce que le 5 c'était ma première claque dans la saga, et le 6 c'était un peu la continuité. J'aime aussi beaucoup les 7 parties 1 et 2, en fait j'aime tous ceux de David Yates, et puis après il a fait les Animaux Fantastiques, et j'ai arrêté de regarder les films. Allez, on peut attaquer vraiment cette fois les critiques courtes, et c'est Pierre qui commence en vous parlant de... Junkhead de Takahide Ori. Dans un futur lointain, et à force de manipulation génétique, l'humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Cependant, elle a perdu la possibilité de se reproduire et court à l'extinction. Afin d'enquêter sur les secrets de la procréation, un homme est envoyé au plus profond de la Terre, là où vivent des clones mutants, prêts à se rebeller contre leur créateur. Ce mois-ci, au cinéma, j'ai eu pas mal de surprises. Des bonnes surprises, comme Évolution, dont je n'attendais rien et qui est peut-être mon film du mois, et des moins bonnes, comme Les Crimes du futur, qui devaient être un grand Cronenberg, et que j'ai trouvé pas si ouf. J'ai vu des films sympas sans grande prétention, comme Coupé, et des grands films, comme Les Valseuses de Bertrand Blier, dont je découvre l'œuvre sur le tard.
Bref, j'ai passé un super mois de cinéma. Mais le film le plus surprenant que j'ai vu, celui qui m'a étonné du premier au dernier plan, c'est sûrement Junkhead. Conçu en grande partie par un seul homme, Takahide Ori, sur une période longue de 7 ans, Junkhead est un conte de science-fiction étrange et unique, qui aurait pu être un film de Wes Anderson si celui-ci avait grandi dans une décharge à ciel ouvert. L'univers du film n'est pas juste loufoque, il a la grande force d'être original, à un point d'inventivité qui m'a fait retomber en enfance. Alors, je sais, parler de mon enfance devant un film aussi trash et bizarre, c'est chelou, mais dites-vous bien qu'un des films de mon enfance, c'est La Cité des Enfants Perdus, de Caro et Jeunet, et que j'ai donc trouvé mon bonheur dans Junkhead. L'univers m'a aussi évoqué les jeux Portal, dans l'aspect apocalyptique total et dépouillé, et forcément, j'apprécie, surtout la partie souterraine de Portal 2, pour ceux qui ont la ref. Mais le film n'est pas que surprenant par son univers, ce qui suffirait à me combler. Il est aussi drôle, avec des scènes à la limite du cartoon, touchant dans les relations entre le personnage principal et un personnage au capuchon rouge, et impressionnant d'ambition, puisqu'on a une réalisation aussi libre qu'en live action dans un film en stop motion, ce qui est presque absurde tant ça a dû être dur et long à faire, mais c'est hyper jouissif. En bref, Junkhead, c'est un petit bijou, avec plein de défauts, surtout la fin hyper brusque, conçue par un réal complètement fucked up, mais qui pète carrément la classe, et qui donne envie de voir les suites qui ont été prévues pour le film. Merci Pierre, c'est à mon tour d'attaquer ma critique courte, et ce mois-ci je vais vous parler des Crimes du futur de David Cronenberg. You filled me with the desire to cut my face open. You wouldn't want to kill your performance partner, would you? We'd have to go deep. A legendary. Guide us into the heart of darkness. Have we just been made obsolete? Maybe. Au fur et à mesure que l'espèce humaine s'adapte à un environnement synthétique, le corps subit de nouvelles transformations et mutations. Accompagné de son partenaire, le célèbre artiste de performance Soul Tensor met en scène la métamorphose de ses organes. Pendant ce temps, un groupe mystérieux tente d'utiliser la notoriété de Soul pour faire la lumière sur la prochaine phase de l'évolution humaine. Il y a deux choses que j'aime dans les films que j'ai pu voir de David Cronenberg. Tout d'abord, c'est le côté extrêmement désespéré de ses œuvres. C'est-à-dire que l'étrangeté de son univers permet toujours au final de parler d'un profond manque affectif, d'un appel à l'aide déchirant de la part de ses protagonistes. La deuxième chose, c'est que je trouve que le plus perturbant dans ses films n'est pas forcément ce que l'on croit. Certes, il met en scène des situations perturbantes, parfois choquantes, mais le plus insidieux se trouve dans la construction dramatique basée sur la déchéance. C'est avec un rythme diffus, progressif que l'on assiste à l'enlisement des personnages, et ce refus d'un basculement net dans la chute, je le trouve à chaque fois subtil et elle me parle beaucoup. Avec les Crimes du futur, bien sûr, je retrouve d'une certaine façon ces points qui me plaisent tant, mais le dernier film de Cronenberg, par plein d'aspects, me rend aussi perplexe. Sa texture d'image lisse et presque neutre en est un bon exemple, mais aussi toutes ces scènes qui amènent des clés centrales de l'intrigue uniquement par les dialogues plutôt que de nous les montrer. Je trouve, et là c'est pas forcément un défaut, que Les Crimes futurs est un film théorique, assez intellectuel, qui n'est pas forcément très accessible. Encore maintenant, il y a des choses que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, et des séquences qui restent encore assez floues pour moi. Mais ce qui en fait aussi une œuvre complexe, un objet cinématographique qui pousse à la réflexion. En fait, tous les symboles dans le film qui permettent à Cronenberg de parler de son propre cinéma, mais aussi de la figure de l'artiste en général, ne serait-ce que par ces séquences de performance artistique / chirurgie d'organes, je les trouve assez réussies et riches. Et au-delà de son côté, comme je disais, plutôt intellectuel, le film peut au final se vivre comme un véritable rêve éveillé, rempli de décors sales et vides et de personnages ambigus, cherchant la vérité dans leur corps du futur, dans lesquels les notions de douleur, de sensualité et de vieillissement sont en pleine mutation synthétique. Et voilà, c'est ainsi que se termine le 6e et dernier épisode de Phosphène. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le premier épisode et à tous ceux d'une manière ou d'une autre qui nous ont soutenus dans notre projet. Vous avez été d'un soutien indispensable et je ne vous en remercierai jamais assez. Merci aussi à vous qui nous avons rejoints en cours de route. Je vous invite à écouter les anciens épisodes. En tout, on parle d'une vingtaine de films, de nationalités, de genres et de budgets très différents, donc normalement vous nous entendrez forcément parler de films qui vous en parleront. Je remercie encore une fois Vincent Pingot pour la composition de la musique, merci. Rémi, Catharin et Tiffen Rioux pour avoir prêté leur voix au dialogue du générique, merci. Soré Brillant pour nous avoir aidé dans la composition du Lego, merci. Et enfin, je te remercie toi Pierre de m'avoir suivi dans cette aventure. Eh ben merci à toi Corian. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram, sur la page @phosphène le podcast, car si jamais on sort du contenu, c'est ici que vous serez le plus vite tenu au courant. N'hésitez surtout pas, on y est très bien. Continuez à voir des films, et à en parler aussi, c'est ce qui les fait vivre. Je n'ai désormais plus qu'une seule chose à vous dire, je vous souhaite des nuits lumineuses et des matins soyeux. Salut tout le monde.